Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission des fans du crédit. Aujourd'hui, on va parler de financement professionnel, aussi bien pour le compte des clients que pour votre propre compte, messieurs les professionnels et mesdames les professionnels de l'intermédiation bancaire, avec un sujet qui nous passionne pour les amoureux de ce financement, le business plan. Est-ce que c'est un outil de pilotage qui est utilisé? Est-ce qu'il est utile? Et de quelle façon il peut être utilisable? Pour ce faire et autour de la table, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jérôme Chasquez. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Président du Collège du Dirigeant, c'est ça? C'est tout à fait ça, merci. C'est ça. On repassera un petit tour de table pour vous expliquer qui vous êtes et les structures dans tous les cas. Bonjour Aurélien. Aurélien Théolas, responsable pôle expert crédit de chez Crédit Pro. Tout à fait. C'est ça? C'est ça. Crédit Pro, fondateur également de la Fédération du courtage en crédit. Alors, Thierry Roulois, expert comptable, bientôt associé du cabinet DSA. C'est exactement ça. Bonjour à tous. Et voilà, et vous aurez aussi l'occasion de pouvoir évoquer l'intérêt d'un expert comptable dans la construction d'un business plan. Ça n'est pas qu'un exercice de style et je compte sur vous pour nous en convaincre. Sans aucun doute. Et enfin, Jérôme Pourteau. Bonjour Jérôme. Bonjour Bruno. Expert financement associé du cabinet Progressium, qui est un cabinet qui accompagne les réseaux dans réseaux leur de franchise. Voilà, exactement. Et là aussi. Alors, business plan. Business plan, c'est quoi? C'est un outil dont on a besoin quand on va voir son établissement bancaire pour financer sa première opération, voire d'autres opérations. C'est également quand on veut créer sa boîte pour essayer d'aller chercher peut-être des subventions ou participer à des concours ou des challenges de création d'entreprise. En tout état de cause, ça paraît être un outil indispensable. Après, je ne me voile pas la face, j'ai suffisamment d'expérience et mes cheveux blancs sont là pour en attester. Un business plan, la plupart du temps, il ne sert que à ce moment-là et derrière, il est gentiment rangé sous le dernier tiroir ou au mieux, il est ressorti pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a fait. Nous, ce qu'on voudrait évoquer, si vous en êtes d'accord, c'est la véritable utilité et l'intérêt de construire un vrai business plan qui soit un outil d'animation et de pilotage. Donc, je vous ai promis de vous redonner la main pour pouvoir vous présenter et présenter vos structures. Je vais tenir promesse. Jérôme, le Collège du Dirigeant, qu'est-ce donc? Alors, le Collège du Dirigeant, c'est une structure que j'ai reprise en 2022, qui préexistait et qui a vocation à accompagner les dirigeants d'entreprise de toute taille, de la petite PME à la grande ETI, pour finalement challenger le dirigeant et justement l'aider à passer des caps. Et comment on fait ça? On l'entoure de personnes qui ont déjà un vécu, qui sont déjà passées par là. C'est ce qu'on appelle un advisory board en langage anglo-saxon, si je puis dire. Et donc, on va l'aider peut-être justement à peut-être revoir son business plan, peut-être challenger sa stratégie et puis l'aider justement à avancer, à trouver de la croissance, à créer de la valeur. C'est ce board qui est créé, en général, c'est un board rémunéré par des jetons de présence ou quoi que ce soit, ou c'est un board généralement plutôt volontaire et bénévole, alors avec les limites du bénévolat, bien évidemment. Alors, les personnes qui sont autour de la table, effectivement, sont rémunérées. C'est pas leur première motivation. Leur première motivation, c'est vraiment de partager leur expérience. C'est en général des gens qui ont été ou qui sont même encore dirigeants et qui veulent finalement autant s'oxygéner eux-mêmes en allant dans une nouvelle boîte, si je puis dire, que de nourrir la personne effectivement en face. Mais effectivement, c'est rémunéré parce que c'est du temps et c'est de l'implication. Ok. Toute la France? Toute la France, avec des régions très dynamiques, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, Rennes, Lille, etc. Mais voilà, il n'y a pas de limite. Bon, écoute, si tu es à Rennes, ça va très bien, ça va me convenir. Aurélien, allez, dis-nous plus un petit peu de Crédit Pro et de toi. Oui, tout à fait. Donc, Crédit Pro, on est un réseau de courtiers pour les pros. Donc, on est vraiment spécialisé que sur les pros. Donc, nous, on est un réseau de 75 agences réparties sur le territoire, avec environ 150 courtiers donc qui travaillent pour Crédit Pro. Donc moi, je travaille pour la tête de réseau Crédit Pro. Donc le but final de passer par Crédit Pro, c'est vraiment d'accompagner le porteur de projet dans la recherche de financement.
Donc on monte des dossiers de financement béton pour justement accéder au financement pour les porteurs de projets. Donc moi, mon rôle, je suis donc responsable du pôle expert crédit. Donc on appelle ça chez nous en interne le pôle expert crédit parce qu'on est aussi là pour piloter les agences qui rentrent dans le réseau, surtout au démarrage, pour les guider sur un peu les petites techniques, les petits tips à avoir sur les plans de financement, comment appréhender un BP, justement, donc le thème du jour, donc c'est parfait. Donc voilà, on est aussi un soutien pour eux, on est un peu le filtre entre nos agences et la banque pour justement vérifier la complétude des dossiers. Merci Thierry. Derrière, c'est quoi un expert comptable? On a un petit peu une idée de ce que c'est, mais DSA, et puis ton rôle, ton passé et ton accompagnement sur les entreprises. Ouais. Alors, déjà, pour moi, c'est une passion, en fait, d'accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Donc, une passion que j'ai l'occasion donc d'assouvir dans le rôle d'expert comptable, mais également de formateur, puisque je suis formateur auprès d'HEC Entrepreneurs. Donc, je coach et j'accompagne des étudiants d'HEC qui sont, pour certains, d'un profil ingénieur, pour d'autres, d'un profil école de commerce, qui travaillent donc ensemble sur une majeure, une 3e année, qui, en fait, leur permet de développer des projets d'entrepreneuriat en ayant la double culture, puisqu'on apprend à ces étudiants à dialoguer entre des profils d'ingénieurs et des profils de commerçants, ce qui n'est pas toujours facile. La salle et la cuisine, c'est ça? Exactement. Et donc, on leur apprend à travailler ensemble, à se comprendre et à se parler. Donc ça, c'est le volet enseignement. J'enseigne également pour l'Ordre des experts comptables et je forme des experts comptables dans toute la France sur des sujets divers comme l'évaluation d'entreprise, les business plans, donc plutôt les sujets de transmission d'entreprise. Donc je fais ça depuis un certain nombre d'années et j'ai rejoint DSA il n'y a pas très très longtemps puisque je suis normand d'origine. Mon cabinet avait une clientèle moitié parisienne, moitié normande et donc j'ai rejoint DSA en apportant ma clientèle à DSA et en apportant également ce savoir-faire que j'ai en matière d'évaluation d'entreprise, d'accompagnement dans les créations d'entreprises, également dans les reprises d'entreprise. Donc voilà à peu près la raison également de ma présence parmi vous aujourd'hui. Ça tombe bien, on va parler de ça. Donc, voilà. Merci. Jérôme, Progressium. Oui, Jérôme Pourteau, donc associé chez Progressium. Progressium est un cabinet de conseil en création et développement de réseaux de franchise. Alors franchise avec un grand F, on accompagne tout type de commerce organisé. On les accompagne sur la partie conseil, c'est-à-dire à faire un diagnostic de leur concept, savoir s'il est franchisable ou pas. On les accompagne également dans la communication, dans le développement de leur réseau, dans le financement, parce que les franchisés ont souvent besoin de financement pour pouvoir monter leur tant point pour de eux vente. que pour identifier la marque auprès des pôles spécialisés des grandes banques. Tout à fait. Et après, on recherche aussi des locaux. Donc, on est un couteau suisse pour le franchiseur, pour lui permettre de pouvoir se développer sereinement. La béquille de lancement. C'est ça. Et on peut l'accompagner durant tout son développement aussi, sur la formation de ses animateurs réseau, sur la formation de la tête de réseau et autres. Eh bien justement, on va aussi en parler parce que le BP, c'est pas qu'au début. Alors, on part du principe que le business plan, effectivement, est un document qui est réalisé. Moi, ce que j'aimerais, et je vais peut-être m'adresser à Thierry dans un premier temps, c'est un BP, c'est quoi? Parce que moi, j'ai souvent entendu, j'ai eu un passé bancaire aussi, on demandait un compte d'exploitation prévisionnelle. Dans le meilleur des cas, on demandait un compte de trésorerie prévisionnelle, un bilan prévisionnel, quelquefois une étude de marché, je dis bien quelquefois. Le business plan, c'est tout cet ensemble de documents ou c'est un document qui, en fait, se nourrit de ces autres documents et qui vient nourrir, en fait, la viabilité d'un projet. C'est ça? Alors, c'est exactement ça. Le business plan, en fait, est l'émanation de quelque chose de plus global qui s'appelle le business model, qui nécessite de la part de l'entrepreneur et de son conseil, expert comptable en l'occurrence pour ma part, de travailler sur finalement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'est le projet, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut fabriquer, qu'est-ce qu'on veut vendre, à qui on veut le vendre, à quel prix, quels seront les concurrents qu'on va rencontrer sur notre chemin, est-ce qu'on va produire en interne ou est-ce qu'on va sous-traiter, tout un ensemble d'hypothèses de travail que nous devons mettre en cohérence
Ce qui n'est pas toujours le cas dans la tête de l'entrepreneur quand il vient chez nous. Oui, il faut qu'il traduise en fait son projet dans des éléments. En fait, j'ai l'habitude de dire qu'il arrive avec des idées un peu disparates, et nous, on a en charge de faire de tout ça un projet cohérent dans lequel, justement, il a pensé à tout, il n'a rien oublié. Et donc, ce business model, c'est le travail qu'on va faire avec l'entrepreneur pour l'aider à ne rien oublier et voir s'il a une vision logique, cohérente, avec une bonne connaissance de son environnement également. Parce que souvent, le créateur a son idée, mais il oublie un peu qu'il va être dans un environnement qui est soumis à des contraintes et qu'il va falloir faire avec. Donc, notre travail, c'est de lui apporter cette connaissance des différents secteurs d'activité, des contraintes qu'il va rencontrer, des écueils que les créateurs d'entreprises rencontrent le plus souvent, et de l'en prémunir, et de rédiger avec lui ce fameux business plan, alors qui est un ensemble cohérent de documents qui s'enchaînent les uns les autres, dans lesquels on peut le dire maintenant, on retrouve un compte de résultats prévisionnel. Donc souvent, l'horizon, c'est 3 ans. En général, on se projette sur 3 ans, parce qu'une année, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus que dans le cadre d'une création d'entreprise, on a souvent une première année un peu chaotique parce qu'il y a un démarrage qui est plus ou moins lent, plus ou moins rapide selon les activités. Donc la première année n'est pas très significative. Pour vraiment juger de la pertinence d'un business plan, il faut au moins 3 ans comme horizon. Donc ce compte de résultats va nous permettre de déterminer la rentabilité interne, donc la première ressource que l'entreprise va se créer, c'est elle-même qui va la générer. On enchaîne sur un deuxième document qui est le plan de financement, dans lequel nous allons recenser toutes les ressources financières externes et tous les investissements qui vont être faits, et leur mode de financement, donc les emprunts également, les fonds propres, les emprunts, donc des ratios que les banquiers, évidemment, regardent de très très près. Et d'ailleurs, on dit à nos clients le plus souvent que s'ils arrivent avec 1 euro en poche et qu'ils veulent lever des emprunts auprès des banques, il va y avoir rapidement un point de blocage, parce qu'il faut quand même un minimum de mise de fonds. On va regarder la cohérence également du parcours du créateur avec son projet. Ce plan de financement nous permet de déterminer ensuite des bilans prévisionnels, qui sont des photographies de l'équilibre financier de l'entreprise entre ses emplois, ses ressources, donc à chaque fin d'exercice sur les 3 ans. Et puis, il faut absolument avoir un plan de trésorerie mensuel qui découle de tout cela et qui nous permet de voir si, entre 2 dates de clôture d'exercice, où a priori tout se passe bien, ça on le voit dans le bilan, avec une trésorerie positive, avec des résultats positifs, eh bien on regarde si tout se passe bien également mensuellement pendant ces 3 années finalement. Oui, parce qu'il y a des cycles d'exploitation. Et il y a des cycles, effectivement, parfois de la saisonnalité qui font qu'il y a un élément que les chefs d'entreprise oublient toujours, ou presque toujours, c'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire le volant de trésorerie dont vous devez disposer en permanence pour pouvoir supporter les décalages de paiement entre les clients et les fournisseurs. Faire face à vos et les stocks. Courantes, Exactement. Okay. Et puis, un dernier document, et j'arrêterai là-dessus parce que je pense qu'on est bien équipé quand on a ça, qui est le seuil de rentabilité, c'est-à-dire d'expliquer à notre client quel est le chiffre d'affaires minimum qu'il doit réaliser pour couvrir ses charges d'exploitation, bien évidemment, mais également faire face à ses remboursements d'emprunt. C'est ce qu'on appelle le seuil financier, c'est-à-dire un chiffre d'affaires, un niveau de chiffre d'affaires qui permet de couvrir tous les besoins de trésorerie, absolument tous, auxquels l'entreprise va devoir faire face. Donc ça, c'est ce qui compose le business plan, le tout étant agrémenté de commentaires et d'explications sur les différentes hypothèses qui ont été retenues à chaque stade, que ce soit sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de salariés, le niveau des salaires que l'on a retenus, et en démontrant que tout cela tient compte des contraintes extérieures, de l'environnement, et que finalement... soit plausible et réaliste. Voilà. Jérôme, là-dessus, on voit, alors Thierry a commencé à mettre en valeur le rôle par rapport aux porteurs de projets, mais comme je le disais tout à l'heure, on est souvent sur une contrainte qui est à donner à des tiers qui vont intervenir, que ce soit le financeur lui-même, voire des fournisseurs pour créer des besoins de délai de paiement, etc. Est-ce que le porteur de projet a vraiment conscience de l'importance de cet outil? Et j'ai entendu dans la liste de Thierry, qui était déjà très complète, l'absence d'études de marché. Alors on en reparlera aussi, j'en reparlerai avec Jérôme Pourteau, mais en l'occurrence, c'est tous ces sujets-là, est-ce qu'ils sont vraiment valorisés moralement et pas simplement pour justifier du respect d'une liste de documents? C'est une bonne question, et moi j'ai beaucoup aimé vraiment toute la description que Thierry vient de faire, parce qu'on quand même on voit beaucoup de fondateurs qui n'ont pas complètement tous ces éléments en tête, et qui au départ
par erreur, voit l'expert comptable comme celui qui viendra faire le bilan dans un an et qui ne le voit pas comme une alliance dès le départ, une réflexion commune et un challenge. Donc je pense que l'expert comptable est un allié et c'est vrai que les jeunes fondateurs, les start-upers, etc. ne l'ont pas forcément toujours en tête. Je pense que quand ensuite on est à vraiment, qu'on a son entreprise en main, c'est un peu différent, on le comprend un peu plus vite. On a peut-être son expert comptable, son avocat, un certain nombre de personnes autour et ça c'est important. Donc le porteur de projet, ils en sont conscients mais pas toujours et puis ils sont souvent pris dans l'exécution, dans le day-to-day des opérations, donc ils sont pas forcément tout le temps de s'y mettre et puis par défaut certains se disent moi je connais parfaitement mon entreprise donc j'ai en tête un peu mes métriques et donc ils vont pas forcément prendre ce temps de poser les choses. Or le BP je trouve qu'il a une importance parce qu'il permet de se projeter, il permet aussi de s'aligner si on a des associés, si on a des équipes, de projeter les choses auprès de ses équipes aussi. Voilà où on aimerait être dans 3 ans. Donc, quels sont les objectifs? Quels sont les KPI, les métriques peut-être à mettre en place? Donc, derrière, on peut en découler beaucoup de choses. Maintenant, le BP, il n'est pas non plus suffisant. Et en tout cas, surtout dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il faut qu'il soit agile. Donc, un BP, il faut quand même revenir dessus. Est-ce qu'on en fait un ou est-ce qu'on en fait 2, 3, moyenne haute, moyenne basse et moyenne? L'idée, c'est de jouer sur des hypothèses et puis aussi de faire des arbitrages. Et quand on va effectivement passer quelques mois, on va devoir faire aussi des arbitrages, prendre des décisions, des orientations, peut-être couper un projet, en accélérer un autre. Donc, c'est ça aussi peut-être l'intérêt d'un BP, c'est effectivement de le revoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut revoir ses objectifs tout le temps à la baisse ou à la hausse, en fonction de la journée ou du client qui vous a appelé ou vous a pas appelé. Mais en tout cas, c'est effectivement avoir une bonne projection, un guide finalement, pour pouvoir faire tous ces arbitrages et en comprendre les conséquences aussi. Aurélien, c'est un document dont on a absolument besoin pour présenter un dossier d'un projet à un financeur. Je vais être provocateur, j'aime bien l'être. Est-ce que le financeur tient vraiment compte de ce BP ou est-ce que lui, c'est une case qui est cochée dans sa liste de documents par rapport à la direction générale? Parce que ça nécessiterait normalement de s'intéresser, de bien connaître le marché, l'entreprise, le bonhomme. Alors oui, on peut lancer un CV. C'est pas parce que j'ai fait un executive master HEC que derrière, je suis capable de piloter une entreprise, surtout une petite entreprise. Donc oui, aujourd'hui, forcément, les banques, elles ne se positionneront jamais sur un projet sans BP, sans vision sur le futur, sauf pour leurs clients historiques, bien sûr, où là, ils ont un peu de recul sur ce qui est déjà réalisé. Et encore, comme vous dites, et encore. Donc oui, c'est une case à cocher, mais elle est un peu obligatoire. On sait que la liste est forcément longue pour les banques. Quand on présente un projet, le dossier fait beaucoup de pages, et le BP en fait partie, justement, et le but, c'est de présenter quelque chose de cohérent, de prudent, d'avoir vraiment cette vision très prudente pour que le porteur de projet puisse bénéficier du financement et accéder du coup au financement et réaliser son projet de vie. Et toi, en tant qu'intermédiaire bancaire, par rapport à ça, tu es à même avec l'humilité qui peut nous habiter, mais de critiquer ou de pousser un peu dans ses retranchements le porteur de projet pour voir est-ce que son business plan, il a été créé avec une IA sur Internet hier ou est-ce qu'il l'a vraiment construit? Donc c'est là aussi tout notre enjeu, c'est de vérifier la cohérence. Forcément, on a des outils qui nous permettent d'avoir des fourchettes basses, des fourchettes hautes, donc des éléments de référence. Donc tout ça vient forcément aussi des banques qui ont forcément tous les bilans. Donc les données qu'on a à notre disposition, ça nous permet déjà de nous situer nous-mêmes par rapport à un prévisionnel. On sait que nos clients viennent nous voir avec forcément des étoiles dans les yeux, des BP qui cassent la baraque, comme on dit. Donc c'est très bien pour leur objectif personnel. Et sauf que nous, notre rôle, c'est vraiment de présenter quelque chose de bancable. Arriver avec un prévisionnel trop ambitieux en banque derrière, on a un gros risque de refus derrière. Parce que la banque, en fait, ça va juger aussi la maturité du porteur de projet, également de son projet. Donc, si on présente quelque chose de beaucoup trop ambitieux, avec un résultat net trop important par rapport à la faisabilité, il n'y a pas d'intérêt, en fait, à avoir ce BP à présenter aux banques, à part se faire tirer dessus par les banques et avoir des refus. Donc, c'est pour ça aussi notre rôle, nous, c'est un peu de canaliser notre porteur de projet par rapport à ses ambitions, et d'avoir vraiment quelque chose de cohérent, de prudent, pour que le dossier puisse passer plus facilement avec les banques.
Oui, d'accord, mais bon, potentiellement, on n'est pas à l'abri de rencontrer un génie qui a un vrai marché et explosif et qui, du coup, derrière, va se sentir frustré, dévalorisé dans son business plan parce qu'il dit « Mais moi, je vous assure, je viens de faire 6 mois aux USA ou en Chine, ce truc-là, il va débarquer, alors je suis peut-être un peu en avance dans mon truc, mais je vous assure que le truc, il va cartonner. » Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de frustrer ce sujet-là Comme je vous ai dit, on a vraiment, c'est notre quotidien. Les BP, on les travaille tout le temps. On présentera jamais un BP qui arrive d'un porteur de projet sans le travailler, parce que voilà, il aura des ambitions, des objectifs, bien qu'il puisse les atteindre, et c'est très bien pour lui. Mais disons que voilà, ça va être son BP qui va garder de côté pour lui. Donc, il ne mettra pas dans le tiroir, comme on l'a dit, mais qui va garder tout au long. On va en reparler après, ça. On va en reparler, mais qui va garder, voilà, pour mener un peu sa ligne de conduite. Donc, nous, on dit que voilà, le BP, c'est la ligne de conduite du dirigeant, donc ses objectifs à atteindre. Mais derrière, la banque, elle va quand même dégrader le prévisionnel. Donc, elle va un peu le mettre à l'équilibre, justement. On parlait de seuil de rentabilité. Donc, ce seuil de rentabilité est aujourd'hui très étudié par les banques. Donc voilà, on a vraiment deux visions. La vision porteur de projet qui a vraiment des grosses atteintes sur ses projets, et la vision bancaire où là justement il vaut mieux être prudent. Où justement nous on va minimiser le chiffre d'affaires à réaliser pour avoir une faisabilité derrière. D'accord. Donc plus de facilité entre guillemets à atteindre ce chiffre-là, tout en assurant derrière la faisabilité. Jérôme, toi, même si on est très proche de toute cette démarche-là, c'est un peu particulier parce que tu peux avoir deux types de projets. Dis-moi si je me trompe. Tu as le projet de celui qui crée une enseigne, et là, pour le coup, soit il a déjà un pilote, ce qui est normalement préférable. C'est le minimum quand même. Et donc, à ce moment-là, tu vas aussi te servir de cette expérience du pilote. Et puis, la deuxième chose, c'est le modèle, le business plan qui est mis à disposition de ces futurs, alors franchisés ou licenciés ou affiliés, enfin, peu importe. Et donc, tu es à la fois sur une constatation critique de ce qui s'est déjà fait, et deuxièmement sur la construction d'un modèle qui doit servir de référence aux banquiers pour les futurs franchisés du réseau. Ces sujets-là, comment tu les abordes, toi ? Alors, nous, dans le BP, on tient compte, certes, il y a la partie chiffrée, mais il y a aussi la partie du porteur de projet, qui est ultra importante. Parce qu'un banquier, il va regarder la partie financière, mais il va regarder aussi l'environnement quand même du porteur de projet. C'est-à-dire quel est son patrimoine, quelle est sa structure, sa situation familiale, tout ça. Donc ça, c'est un élément ultra important pour avoir une décision positive sur un dossier de financement. Dans la franchise, l'avantage qu'on a, c'est que le franchisé, il est cadré, il est accompagné. Il est modélisé. Par le développeur, il y a des recrutements, c'est-à-dire que les enseignes ne prennent pas non plus toutes les personnes qui frappent à leur porte. Non. Il faut quand même que ça matche entre le franchiseur et le franchisé, oui, mais bon, pour assurer un développement pérenne aussi de l'enseigne. Donc il y a cette partie-là. J'espère. Normalement. Et cette partie-là, on va dire que pour moi qui m'occupe des dossiers de financement des franchisés, pour la plupart, on est quand même, le franchisé est quand même bien accompagné par l'enseigne, qui lui permet d'avoir un peu la data, les informations dans le centre commercial, quel est le trafic, quelle est la moyenne de chiffre d'affaires du réseau, quelle est la marge, quel est le taux de masse salariale qu'il y a dans les points de vente. Et tout ça permet de modéliser financièrement aussi ce qui va être possible à présenter aux banquiers. Alors après, des fois, moi aussi, comme Aurélien, on frustre un peu le franchisé parce qu'on lui dit non, tu ne vas pas faire 2 millions, on va dire que tu vas faire 1,4 million la première année, 1,5 million la deuxième, et tu vas progresser comme ça. Alors, moi, ce que je leur dis aussi aux franchisés, attention, toi, tu as ton BP pour toi, voilà, c'est ta ligne de conduite. Nous, il faut un BP qui soit acceptable pour un banquier et entendable pour un banquier. Voilà, c'est ça la priorité, parce que souvent, sans le financement, le projet il tombe à l'eau. Bien sûr. Donc c'est essentiel que le porteur de projet ou le franchisé, il ait un accord de financement derrière.
Et du coup, le franchiseur, lui, son modèle, si je prends une jeune enseigne qui se développe, son modèle, lui, va s'enrichir aussi de toutes les expériences au fur et à mesure de sa maturité de son réseau, de la maturité de son réseau. Et du coup, j'imagine que le BP, il évolue aussi là-dessus. C'est pas un truc figé. Alors, on va parler du caractère du BP qu'il faut analyser, qu'il faut modeler en fonction de la véritable réalité de l'entreprise. Mais le franchiseur, lui aussi, il a un truc qui évolue. Il n'est pas figé. Ah non, le franchiseur, plus il recrute de franchisés, plus il a des besoins aussi sur sa tête de réseau. Donc lui aussi, son modèle évolue. Ses sources de coûts évoluent également. Donc il faut qu'il accompagne ses franchisés à leur réussite derrière. Jérôme, sur ce projet, sur les informations nécessaires à la construction du BP, je pense que on peut avoir des porteurs de projets qui sont très compétents. Souvent, ils le sont très bons commerciaux ou techniciens, mais la nécessité de recourir à un tiers, expert comptable comme Thierry, des gens qui sont en études de marché, un conseil juridique aussi sur la réalisation de son environnement social derrière. Ça s'articule comment ce business plan avec tous ces intervenants? On réinterrogera Jérôme Bourteau tout à l'heure par rapport à ça, puisque le principe du cabinet, c'est de mettre à disposition aussi des personnes, etc. Dans le collège du dirigeant, c'est également le cas. Il y a des compétences différentes qui viennent accompagner le porteur de ce projet. Oui, alors on est souvent sur des porteurs de projets qui normalement connaissent plutôt bien leur secteur, sont déjà des gens qui sont à l'œuvre souvent. Donc notre objectif n'est pas forcément de leur amener des experts sectoriels du même secteur, parce qu'en général en plus ça va parfois faire un peu frottement. C'est un peu le réflexe normal qu'on a. Si je suis dans l'automobile, amenez-moi quelqu'un de l'automobile, mais en fait non. Nous on essaie un peu de faire des pas de côté. Je vous donne un exemple. Cette entreprise, cette PMI industrielle sur Lyon, qui fabrique des machines qui nettoie les huiles grasses des ateliers mécaniques, avec aussi des petits consommables derrière qui biodégradent ces huiles grasses. Le réflexe du dirigeant, c'est de se dire, écoutez, oui, justement, c'est bien que quelqu'un connaisse bien mon environnement. Et en fait, en dialoguant avec lui, on a vu qu'un de ces sujets importants, c'était l'usage, justement, de ces consommables. Et donc, est-ce que c'est pas plus utile d'avoir quelqu'un qui peut-être vient de chez Nespresso ou de Hewlett-Packard, qui connaît très bien l'univers, le marché et les éléments liés effectivement aux consommables, plutôt que quelqu'un qui vient de l'automobile, oui. Donc, on peut toujours se poser des questions. Et donc, ce qui est intéressant en ayant des regards extérieurs, c'est d'avoir d'abord certes un effet miroir, mais de pouvoir regarder les choses un tout petit peu avec un pas de côté. Parce que quand on est très très proche, quand on est vraiment face au mur et qu'on connaît parfaitement son business, on oublie de voir des choses. Il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement, parce qu'on est convaincu, parce qu'on fonce, on est tête baissée. Voilà. Et donc là, l'intérêt, c'est de s'entourer de personnes qui vont regarder peut-être, ou vous trouver des angles, vous interroger, vous questionner, et du coup qui vont faire émerger peut-être des choses que vous n'aviez peut-être pas justement d'ailleurs inclus dans votre BP, dans vos hypothèses. Jérôme, j'avais dit que je t'interrogerais, parce que là, pour le coup, c'est le principe même du cabinet Progressium, c'est de mettre à disposition du porteur de projet ou du franchiseur un certain nombre de services. Comment ça se passe, justement, cette articulation? Le porteur de projet émet un souhait ou identifie des lacunes, ou vous l'aidez à identifier des lacunes, et derrière, il y a des acteurs qui viennent se mettre à disposition, prestations bien évidemment, mais voilà. Nous, on a des équipes de consultants qui sont dédiées sur la partie conseil, structuration de la tête de réseau, des équipes de consultants qui sont dédiées au développement, d'autres sur l'immobilier notamment. Et puis après, nous, le franchiseur choisit, articule les services qu'il peut avoir besoin et là où il sent que ça pêche dans son organisation aussi. S'il a des problèmes pour trouver des locaux, on a une équipe de consultants qui peut l'accompagner. S'il a des problèmes, parce que sa structure franchiseur a des problèmes de rentabilité et autres, on vient auditer, on voit qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer. Et s'il n'arrive pas à recruter des franchisés parce que, par rapport à la concurrence, parce que les gens ne viennent pas sur son site internet, parce qu'il n'a pas l'élite qu'il faut, on trouve des solutions aussi à lui proposer pour augmenter son potentiel de recrutement. Il peut y avoir un frottement avec l'ego des porteurs de projets qui pensent qu'ils sont suffisamment compétents pour pouvoir trouver eux-mêmes les solutions ou oui, non, généralement ça se passe bien. Non, ça se passe bien parce que
on parle de dirigeants d'entreprise à dirigeants d'entreprise aussi. Donc, on ne se raconte pas n'importe quoi. On sait que le recrutement actuellement de franchisés est quand même très concurrentiel et très compliqué. Donc, il y a des méthodes, il y a des limitations de zones à structurer et tout ça. Donc, de l'ego, non. Après, il faut ouvrir les bonnes boîtes à outils pour pouvoir les aider, quoi. C'est ça. Thierry, on évoquait la construction du BP avec différentes hypothèses, etc. Là aussi, un peu le même genre de question, c'est est-ce que... Moi, j'ai toujours en tête, je viens du monde de la finance en général, j'ai accompagné des porteurs de projets. On a tous ce stéréotype de situation avec un ingénieur ou un chef de chantier ou un contremaître qui décide d'embarquer avec lui 2 clients et qui décide de se mettre à son compte et d'embarquer avec tout ce que ça embarque aussi, dire la fragilité, la dépendance et surtout la notion d'être en omnisuffisance par rapport à ça parce qu'il y a de la compétence et derrière la notion du business plan elle passe un petit peu à côté. Comment l'expert comptable arrive à convaincre ce technicien, ce professionnel, de dire « Attends, prends du recul et écoute-moi un petit peu dans ce que je vais te dire ». Alors, il faut savoir qu'un entrepreneur doit avoir 3 qualités qui sont des qualités techniques, des qualités commerciales et des qualités managériales. On peut avoir un très bon professionnel technique, un très bon technicien, mais un piètre commercial. On peut avoir un bon technicien, pas mauvais commercial, on a assez rarement un très bon gestionnaire. Donc, l'expert comptable est là justement pour challenger les hypothèses que l'entrepreneur, le futur chef d'entreprise est en train de mettre sur la table, les remettre en cause, en allant même jusqu'à jouer un rôle qui est parfois un peu difficile mais qui est nécessaire, qui est celui de savoir dire non. Il m'est arrivé dans ma carrière plusieurs fois de dire à des créateurs à l'issue de cette phase de travail sur leur projet, tel que vous l'envisagez là, vous allez dans le mur. Vous n'allez pas y arriver. Vous avez des points noirs, vous avez des zones d'ombre dans votre projet qu'il faut retravailler. Donnez-vous 3 mois de plus, donnez-vous 6 mois de plus et revenez me voir et on refera l'exercice du business plan. Est-ce qu'ils ont l'humilité de revenir vraiment en ayant retravaillé ou est-ce qu'ils sont vexés comme des poux et ils vont voir votre expert comptable? Alors, tout dépend effectivement de l'état d'esprit du créateur. S'il vient chez nous avec la seule volonté de faire ce fameux sésame, ce fameux bout de papier, tampon pour donner au banquier, celui-là, on le reverra pas. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré dans ma carrière des gens qui vraiment avaient cette humilité de vouloir développer un projet et de sécuriser leur création d'entreprise parce que c'est la première fois où ils sont confrontés en réalité à la réalité des chiffres. C'est la toute première fois où on leur met noir sur blanc vers quelle profitabilité, quelle rentabilité, quels moyens financiers ils vont devoir mobiliser sur leurs propres économies éventuellement dans certains cas. Et certains n'hésitent pas à miser quand même très beaucoup. Gros, oui. Et donc, ils prennent des risques. Donc, ils sont bien conscients que prendre ces risques-là, sans avoir fait le travail d'examen qu'un professionnel comme un expert comptable, et chez DSA, on est très structuré pour ça, eh bien, sans prendre la peine de faire ce travail-là, c'est suicidaire. Donc, en règle générale, ça se passe bien. Et pour répondre à votre question, j'en ai revu beaucoup qui sont revenus me voir après en me remerciant d'avoir eu la franchise et la transparence de leur dire 6 mois ou 3 mois plus tôt, non. Dans ces conditions-là, n'y allez pas. J'ajouterais que pour les experts comptables qui sont dotés d'une déontologie, nous avons également un devoir de conseil. Ce devoir de conseil, c'est aussi d'être capable de dissuader un porteur de projet quand vraiment son projet est trop risqué. De dire n'y allez pas. D'envisager les hypothèses basses, moyennes et hautes, de façon à se mettre dans la peau également du banquier qui va le regarder derrière et lui dire ce projet-là, il faut le présenter au banquier. Consolider, il faut d'abord... Mais en étant prudent. Oui. En étant prudent, pas en tirant les chiffres vers le haut, parce qu'on est souvent amené à tempérer les ardeurs des créateurs d'entreprises pour qu'ils soient un peu plus calmes dans leurs hypothèses et que le projet soit beaucoup plus réaliste. Après tout, aussi, comment leur en vouloir d'être les premiers promoteurs de leur projet? Évidemment. Si jamais eux-mêmes n'y croyaient pas ou étaient très tempérés, Bien sûr. Ce serait dommage quand même. Mais par contre, ça, ils vont le faire sentir aux banquiers dans les rendez-vous qu'ils vont avoir avec les banquiers. Le banquier va sentir celui qui a vraiment envie de créer son projet et qui a une vraie volonté, ils vont le sentir. Mais dans les chiffres, il faut rester relativement réaliste. Et j'ajouterais que chez DSA, on a 3 offres. Les business plans, on les utilise dans 3 types de missions. L'accompagnement du créateur d'entreprise,
L'accompagnement du client qui a créé et qui se développe en interne et pour lequel des investissements structurants un peu lourds risquent de déstabiliser l'ensemble. Ou une diversification Ou d'activités. une diversification. Donc là, on est amené également à établir des business plans pour voir si ce projet d'investissement va améliorer l'ensemble ou le dégrader. Et puis, un cas qui est un peu moins envisagé, mais c'est dans le cadre de reprise d'entreprise, où on doit souvent établir le business plan de la société cible que l'on va acheter, qui tient compte du départ du cédant et de l'arrivée de l'acquéreur, notre client, quand on est côté acquéreur, d'un business plan d'une société, par exemple holding, qui va porter le financement pour le rachat de la société cible, et puis aussi dans l'évaluation des entreprises, parce qu'il y a une méthode que tout le monde connaît qui s'appelle la DCF, Discounted Cash Flow, qui est une méthode d'évaluation d'entreprise basée sur les cash flows futurs. Or, qui dit cash flow futur, Faut qu'il dit y en ait. business plan. donc, on est amené dans tous ces cas de figure-là. Et chez DSA, on le fait très bien parce qu'on a des gens qui sont spécialisés dans chacune des branches. On a une démarche structurée d'accompagnement de tous les porteurs de projets, quel que soit le profil justement qu'ils ont par rapport à ces trois situations qui correspondent à la vie de l'entreprise. Alors Aurélien, justement, toi tu les présentes directement aux banques. Ça veut dire que pour le coup, ton rôle d'intermédiaire, c'est un rôle de tampon. On l'a évoqué tout à l'heure, la notion d'accompagnement, de réalisme et puis de critique, entre guillemets. Mais je sais aussi, ça serait quand même le diable et l'hypocrisie de mon propos, je sais aussi que vous intervenez souvent en accompagnement pratique, c'est-à-dire simplement aider un gars à faire un business plan. Alors, ils passent pas tous par un courtier, ils passent pas tous par un expert comptable, mais au moment où ils arrivent devant le banquier, il faut que ça soit quelque chose qui sache non seulement expliquer, mais en plus où on voit que c'est quand même eux qui l'ont construit avec des choses plausibles. Ça t'arrive souvent quand même, je parle surtout des TPE et des petites PME, parce qu'à partir d'une certaine taille, les gens s'étoffent avec un DAF ou un directeur de gestion. Mais en l'occurrence, c'est un quotidien pour toi aussi, ça ? Oui, c'est notre quotidien de regarder des BP. Et moi, j'organise les formations aussi de chez Crédit Pro de nos nouveaux entrants. Et justement, j'adore leur dire cette phrase, c'est que nous, on est un peu le chef d'orchestre au milieu de toute cette partie d'intervenants. Parce qu'on va discuter avec le porteur de projet, avec l'expert comptable, le notaire, l'avocat, le transactionnaire parfois même un franchiseur, même un vendeur. Parfois, on peut intervenir aussi dans les discussions. Donc, on tire un peu toutes ces ficelles, nous, pour justement aboutir à une mission commune de chacun. Parce que la finalité commune, c'est que le dossier sorte. Non seulement il sorte, mais qu'en plus qu'il soit pérenne. Voilà, c'est surtout ça la finalité du dossier. Donc oui, c'est notre quotidien. On est souvent en amont des projets pour justement éviter de faire beaucoup d'allers-retours quand on est dans des délais de compromis un peu tendus. On est en amont des projets pour justement bien encadrer le porteur de projet sur l'accompagnement. Donc c'est ça aussi notre appétence et notre expertise sur les projets, c'est qu'on est en amont pour justement anticiper un peu tout débordement, toute perte de temps, et aussi faut leur dire de bien s'équiper, de bien s'entourer, donc aller voir un expert comptable, aller rencontrer les régions aussi, parce que les régions aussi, ils proposent par exemple des aides. Des services d'accompagnement aussi. Voilà, des services d'accompagnement, des aides aussi pour gonfler un peu les niveaux d'apport. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui est mis à disposition des créateurs que parfois, ils ne sont pas connus des dirigeants. Donc c'est aussi notre rôle aussi de veiller à tout ça, de les mettre au courant un peu de tous ces dispositifs qui peuvent les accompagner. Ouais. Alors Thierry évoquait le sujet très particulier de la reprise, de la cession ou de la reprise d'une entreprise. Je vais faire une émission dans les prochains mois expressément dédiée à ça, parce que c'est un vrai sujet qui embarque avec lui d'autres éléments, notamment l'environnement social, l'environnement gouvernance par rapport à ça, et les relations même avec les clients et les fournisseurs, et l'accompagnement du cédant. Mais je reviens sur ce sujet, cette élaboration du BP. Il y a forcément des aléas. C'est un prévisionnel, on sait tout ce que ça vaut. Quand tu me dis sur 3 ans, je sais bien que c'est ce qui est demandé sur 3 ans. Quand on a du mal à pouvoir se projeter dans 1 an, j'imagine que sur 3 ans, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que les gens finalement disent, vous mettez ce que vous voulez, et puis on verra bien comment ça se passe dans la vraie vie. C'est un peu ça aussi. Alors justement, il faut pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire que c'est pas l'expert comptable qui va créer l'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est son projet,
c'est son argent qu'il est en train de miser, c'est sa responsabilité. Parfois, ça entraîne des conséquences familiales qui peuvent être, si ça se passe mal, dramatiques. Donc, on a une responsabilité énorme, pas seulement par rapport au projet ou à l'entrepreneur, mais par rapport à un être humain également. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois et qu'on est nombreux à le concevoir. Donc, et c'est notre devoir de challenger leur projet et c'est notre devoir de formuler plusieurs hypothèses donc, dans le business plan pour voir si effectivement, sur une hypothèse basse, on est quand même susceptible d'aboutir à un succès, de retomber sur ses pieds, d'atteindre ce fameux point mort, ou ce seuil de rentabilité. Justement, Jérôme, ces aléas, ces imprévus, enfin, je veux dire, on est dans une période, alors on sait en plus de quoi on parle aujourd'hui, l'actualité fait que on est dans une période où le contexte, il peut quand même faire basculer des chiffres et des prévisions. Tout le monde n'a pas forcément le recul historique, tout le monde n'a pas forcément la trésorerie suffisamment solide pour effectuer ça. Ces éléments dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs justement, d'ajustement, d'arbitrage, ça se fait comment avec le collège du dirigeant par rapport à ces porteurs de projets? D'abord, pour revenir sur un point, c'est pourquoi on fait le BP. Et je pense d'abord il faut le faire pour soi en tant que dirigeant. Et il ne faut pas se dire je le fais pour la banque, je le fais pour mon expert comptable, je le fais pour d'autres. Et c'est vrai qu'on voit parfois, je sais pas, quelqu'un qui crée une start-up se dire tiens je vais le faire pour un VC, pour un investisseur, donc il va vouloir telle croissance, tel truc. Bon. Et là ça fausse effectivement les choses. Donc je crois qu'il faut d'abord partir de je le fais pour moi pour y voir clair. Et pour rebondir du coup sur la question ici, justement pour avoir différents paramètres. Donc quels sont les risques effectivement de mon activité? Est-ce qu'il y a des éléments, des variables qu'il faut que je prenne effectivement en compte si j'arrive pas à recruter, si le marché se retourne, voilà. Est-ce que je dois aller à l'international ou pas à l'international? Donc nous ce qu'on fait effectivement au collège, c'est qu'on essaye de poser toutes les questions, trouver une réponse à chacune. On laisse d'abord le dirigeant s'auto-évaluer, ce qui nous permet, nous, de ne pas être juge, mais de pouvoir ouvrir des tiroirs, de tirer la pelote de laine pour effectivement questionner et hiérarchiser ses enjeux, l'aider justement à se dire, voilà, quelles sont les 3-4 priorités finalement qu'on veut vraiment tirer au clair, là où on peut dénouer effectivement des choses, et puis l'amener peut-être à déceler des trajectoires, par exemple des trajectoires de croissance qu'il n'a pas forcément identifiées, ou alors il les a identifiées, mais il n'ose pas forcément y aller. Je crois qu'il y a aussi ce côté qui est très important, c'est laisser le dirigeant pouvoir mettre sur la table ses doutes, parce que ça, il n'a pas toujours le cadre, il a quand même une posture à tenir vis-à-vis du banquier, vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de la famille parfois ou des équipes. Donc là, c'est important qu'il ait un cadre où il peut émettre des doutes, et se dire, ok, mais si je fais pas ça et je fais ça, voilà. Et pourquoi tout ça? Pour pouvoir justement prendre des décisions d'investissement, pour pouvoir se projeter en quelques années, parce que sinon, il va gérer de manière effectivement trop proche, et du coup, ça va peut-être un petit peu ralentir son activité ou sa croissance, parce qu'il va pas oser effectivement franchir certains caps. Et donc, Aurélien, cette notion d'amont, la prévoir, c'est vrai que, est-ce que les porteurs de projets en ont conscience que ça peut leur arriver? Un baril de pétrole à $110 alors qu'il était à 60, un contexte avec les freins, le Covid où j'ai plus de composants électroniques pour pouvoir faire mon assemblage, c'est des sujets qui sont complètement imprévisibles. Tout à fait, mais en fait, il y a plein d'aléas qui viennent perturber forcément une activité. Donc on serait des magiciens si on arriverait à chiffrer à l'euro près un BP. Donc c'est des hypothèses, comme tu disais tout à l'heure. Donc nous, voilà, notre but c'est de faire des hypothèses prudentes pour justement qu'il y ait peu de surprises derrière. Donc voilà, il y a plein d'aléas qui peuvent intervenir, l'implantation d'un concurrent à proximité de notre commerce, des travaux qui interviennent dans une rue où il n'y a plus de passage. Tout ça, c'est des aléas externes qu'on ne peut pas forcément prévoir. Une crise Covid, voilà, c'est la même chose. C'est des sujets qui, parfois, nous tombent dessus. On ne peut pas tout maîtriser. L'environnement extérieur, il joue beaucoup aussi dans la réalisation des BP, dans la concrétisation même du chiffre d'affaires derrière. Donc, on émet des hypothèses les plus réalistes possibles. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. C'est que, voilà, on ne peut pas chiffrer à l'euro près un BP.
Et puis, il y a peut-être une chose aussi qu'on ne mesure pas complètement en revanche dans le BP, c'est la capacité d'exécution du dirigeant et de ses équipes. La capacité d'intégration peut-être aussi de l'information et du coup de mise en œuvre. Oui, parce que si on est... Moi, j'ai des dirigeants, je me rappelle encore, un dirigeant qui me disait, mais moi j'ai mon plan 2030, on était en février 2020. Voilà. Donc forcément, il faut revoir les choses. Et donc, voilà, la capacité à s'adapter, c'est quelque chose qu'il faut savoir mesurer, et ça, c'est pas simple. C'est la priorité même, d'arriver aussi à pouvoir pivoter. On le voit beaucoup dans les startups où il y a des pivots qui sont faits. On part sur un modèle, au bout d'un an et demi, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de startups aussi qui pivotent parce que le marché n'est pas là en fait. Alors Jérôme, je me retourne vers toi parce que du coup, cette notion d'agilité, je vais la mettre en contrebalancement d'un business plan créé et où, pour moi, souvent, notamment dans les domaines de services, mais pas que, le sujet des équipes est absolument importante. L'entourage, les recrutements, mais aussi l'encadrement qui va accompagner le dirigeant dans ce sujet-là. Moi, j'ai vu beaucoup d'erreurs, très souvent, sur une précipitation, parce que finalement, le marché a bien réagi, et du coup, on est en croissance forte, et il faut combler des besoins, ou alors, au contraire, à défaut de trouver la bonne personne, on choisit le moins pire, et avec les catastrophes après, sur le partage de l'expérience, le partage du projet et surtout l'implication des personnes. C'est un sujet que tu remarques aussi dans les porteurs de projets, cette difficulté à bien s'entourer. Voilà, tout à fait. C'est vrai que alors souvent le créateur, il est seul ou il est associé avec une ou deux personnes. C'est rare qu'il y ait quand même beaucoup d'associés dans un projet. Et après, c'est la capacité à recruter les bonnes personnes aux bons endroits, à les amener avec eux, à les faire venir avec eux dans le projet, dans les décisions qui sont amenées. Et des fois, on ne parle pas suffisamment. Il y a quand même une question de dialogue, de discours, où on n'ose pas dire certaines choses, certaines problématiques, certaines difficultés. Et en fait, il n'y a rien de pire dans une entreprise quand on veut cacher certains éléments. Mais c'est vrai qu'au lancement, au démarrage d'une société, si on n'a pas les bonnes personnes à côté de soi, que ce soit en termes de conseil, que ce soit en termes d'équipe, que ce soit en termes d'associés, ça part déjà pas très bien. Mais encore une fois, le dirigeant, il va s'adapter, il va falloir qu'il recrute d'autres personnes, entre associés, ça peut ne pas être facile, mais il va falloir savoir se dire les mots aussi. C'est pas toujours simple, mais toutes ces choses-là font partie de la vie de l'entrepreneur. Et ça va être à lui, justement, à sa capacité, à sa résilience, de voir s'il va passer ces épreuves et comment il va les passer. Alors, business plan, j'en ai pas forcément parlé jusqu'à présent. Pour moi, il y a un autre document qui pourrait aussi s'adapter dans le business plan, c'est le plan moyen terme. Alors, ça paraît complètement incongru pour quelqu'un qui crée sa structure, de se dire... Je te demande déjà de te projeter à 3-5 ans. Je dis plus que 3 ans maintenant parce que c'est rare les PMT à 5 ans. Mais même s'il faudrait théoriquement en avoir une, puisqu'on a un axe stratégique. Et puis derrière, ce business plan, ce plan moyen terme qui est décliné avec une variabilité, une agilité en fonction de la réalité du contexte et des résultats. Mais derrière, on a parlé des hommes. Est-ce que ce fameux business plan, pour en revenir à lui, est-ce qu'il est effectivement, comme je le disais un peu en provocation tout à l'heure, rangé dans le tiroir derrière, Thierry ? Alors, il peut l'être. Il faut être honnête. Il peut l'être. Ça serait hypocrite de dire le contraire, parce que j'en ai vu tellement arriver, parfois même dans la poubelle. Oui, tout à l'heure, j'ai dit j'avais rencontré 2 types de créateurs d'entreprise. Il y avait ceux qui venaient me voir juste pour avoir un coup de tampon sur un business plan pour aller voir leur banquier et avoir leur financement. Ceux-là sont généralement ceux qui rangent le business plan dans le tiroir et qui l'oublient. Et les autres, ceux qui au contraire ont plutôt une écoute attentive et une humilité aussi de savoir tenir compte des conseils d'autrui, sont en général ceux qui conservent le business plan sur le bureau et qui s'y réfèrent régulièrement. Par contre, ce qu'il faut leur dire dès le départ, c'est qu'un business plan, la réalité, ça ne se passera jamais comme on l'a prévu. Ce qui est très important, c'est que les hypothèses du business plan, au moment où on l'établit, avec les contraintes externes qui pèsent sur l'entreprise au moment où on l'établit, et sur l'horizon des 3 ans,
en particulier quand on a une certaine visibilité, parce qu'effectivement, la guerre en Iran, on ne pouvait peut-être pas la prévoir il y a 6 mois. Aujourd'hui, on en paye les conséquences sur l'énergie, et l'entreprise peut être en difficulté. Mais au moment où on établit ce business plan, il faut que tout soit cohérent. Les hypothèses de chiffre d'affaires, les moyens déployés, les investissements, les recrutements. Il faut que tout soit cohérent à ce moment précis. Après, eh bien, si tout nous paraît cohérent, on se lance. On sait que dans la réalité, 1 an après, quand on va établir les comptes, nous qui seront encore présents, des comptes. puisqu'on sera, la chance qu'on a, c'est qu'on sera encore présent, parce que souvent le client qui nous confie son business plan nous choisit comme expert comptable pour le suivre dans la gestion d'entreprise ensuite. Donc, on sera toujours là pour rendre des comptes. Si on a écrit des bêtises dans le business plan, on sera toujours face à lui. Et je dirais que l'histoire va s'écrire différemment 1 an après. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être cohérent au démarrage et d'avoir l'agilité dont on a parlé précédemment pour que si une hypothèse est remise en cause, et le plus souvent, c'est le chiffre d'affaires, à la baisse, souvent, eh bien, qu'on sache adapter. On peut avoir la marge aussi. Ou la marge. Mais ça, on a des connaissances sectorielles. En tout cas, nous, on a des bases de données sectorielles, tout comme dans les franchises du reste. On a aussi des connaissances sectorielles pour border ce risque en disant la marge dans ce secteur sur un très grand nombre d'entreprises, elle sort en moyenne autour de X. Donc nous, c'est notre travail justement, quand on valide un business plan, de regarder comment ça marche dans d'autres entreprises du même secteur et de dire aux chefs d'entreprise, attention, vous êtes en train de rêver avec un taux de marge à 60%, alors que moi, je vois dans les stats que tout le monde travaille à 40%. Si vous avez trouvé la recette miracle pour faire une meilleure marge, expliquez-la moi et on va la mettre en valeur dans le business plan qu'on va présenter aux banquiers, parce que ça peut être la réalité. Mais si c'est pas une idée magique ou miracle, mais que c'est une lubie, alors dans ce cas-là, c'est à nous de le réfréner et de lui dire, ben non, on va plutôt rester sur la marge sectorielle et pas sur celle que vous nous annoncez. Donc l'histoire, elle s'écrit d'une certaine manière, elle se passera d'une autre manière. L'essentiel, c'est de rester cohérent quand un paramètre bouge, que les autres paramètres bougent en conséquence. C'est ça qui est le plus important à mes yeux. Jérôme, ça fait partie aussi du deal d'un collège du dirigeant, d'éduquer le dirigeant à se servir régulièrement de son business plan pour le faire vivre et lui faire comprendre que c'est pas une erreur de s'être trompé par rapport au début, mais par contre que ça serait une erreur de ne pas avoir corrigé. C'est un peu ça, l'idée ? C'est ça, moi je dirais, qui dit business plan ne dit pas business planqué. Donc excellent. Voilà. Je donnerai le copyright. Donc on le garde pas effectivement sous la table, bien que c'est assez amusant souvent de reprendre son business plan d'il y a 3 ans pour voir où est-ce qu'on en est. Exactement. C'est un jeu aussi amusant à faire. Mais c'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, de se projeter. Quand on recherche des fonds, quand on cherche à avoir peut-être un fonds d'investissement à son capital, les choses prennent aussi du temps. Et donc un fonds, vous allez le voir, vous allez le revoir, il va se passer du temps, 6 mois, 9 mois. Et donc votre business plan, il vous engage aussi. Parce qu'un business plan que vous donnez au mois de janvier, il est fort probable que le fonds que vous allez revoir peut-être en septembre, il va voir au fait ce qui s'est passé finalement aussi en 9 mois. Donc c'est pour ça quand même qu'il faut être en maîtrise de ses objectifs, d'une certaine manière, et du BP tel qu'on va le dérouler. Et après, effectivement, il faut suffisamment le maîtriser pour effectivement, comme notre ami le disait, jouer avec un certain nombre de critères, le revoir. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est effectivement un certain nombre de dirigeants qui peut-être ne sont pas si familiers que ça avec des éléments de gestion, avec des éléments comptables, qui sont plutôt effectivement des commerciaux, des ingénieurs, voilà. Et donc parfois, ils ont un peu une retenue par rapport aux chiffres. Et donc c'est important, c'est de les familiariser effectivement avec ces notions-là. Sans tabou, et de leur permettre effectivement du coup de pouvoir les prendre en main et comprendre l'importance que ça peut avoir pour eux, leurs équipes, pour leurs investissements, pour leurs projets. Ça, c'est fondamental, oui. Oui, moi j'ai toujours cette idée de cette réflexion de ces chefs d'entreprise, je répète, plutôt dans la TPE, tout ça, qui vous disent mais je comprends pas, je pose 14 heures par jour, 7 jours sur 7, et il y a rien qui sort, il y a un truc qui va pas, vous faites quoi, qu'est-ce qui se passe, ou alors on incrimine l'État par rapport à la ponction des prélèvements, etc. Ce qui est pas forcément un faux sujet, mais en tout état de cause, l'État peut pas être grévé ou affligé d'un tel dol dans tous les cas. Mais oui, c'est un vrai sujet. Les business plans sur la franchise, en général, là, pour le coup, il y a un modèle qui est donné par le franchiseur. Tout à fait, ouais. Le franchisé, il a intérêt à s'y tenir. D'ailleurs, c'est souvent
une voie de réclamation ou de contentieux du franchisé vis-à-vis du franchiseur en disant vous m'avez induit en erreur, le business plan que vous m'avez donné, il n'est pas tenable, etc. Donc ce sujet-là, non, mais C'est un sujet sensible, en effet. c'est un sujet très sensible. Je te demanderai pas d'aller là-dessus, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, cette notion d'éducation au suivi du BP et de son évolutivité, il est essentiel. Alors, déjà, c'est pas au franchiseur de faire le BP, c'est au franchisé. J'entends, mais Voilà. il Après, fournit il donne une référentielle. des chiffres qui sont dans son réseau, de ce qui s'y passe et tout ça. Exactement. Voilà, en toute honnêteté. Et après, c'est la mise en pratique aussi. Alors, on parle il y a beaucoup de franchises dans le secteur de la restauration. Si le franchisé ne respecte pas le grammage qu'il faut dans les recettes, forcément, sa marge elle va être dégradée par rapport à la moyenne du réseau. Donc, c'est pas non plus, il ne respecte pas non plus le concept prescrit par le franchiseur. Donc, tout ça, c'est encore une fois, il faut le piloter. On était parti avec une marge à 70, on est à 65. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est des équipes? On parlait des équipes tout à l'heure. je les paye trop. Non. Est-ce qu'ils respectent bien tout ce qu'il faut mettre dans les assiettes? Voilà. La masse salariale, est-ce que je ne suis pas surstaffé? Oui, là, ça sera la VA qui va être dégradée. Mais bon. Voilà. Il faut toujours pareil, il faut s'adapter. Mais le franchiseur, il va donner des grandes normes. Après, c'est la partie opérationnelle qui est la plus importante pour la réussite du franchisé. C'est ça. Mais le franchisé ne pourra pas tout changer tout seul. Et le franchiseur aussi devra s'adapter en fonction des remontées qu'il aura de ses franchisés, en fonction si ses prix d'achat sont trop chers et autres. C'est aussi l'intérêt de la Simplement. franchise, c'est de voir qu'ils ont quand même aussi un cadre. Un C'est aussi référentiel. rassurant, Voilà, ça. un référentiel, une marque sur laquelle Et s'appuyer. ils ont le suivi, parce qu'il y a les animateurs qui viennent voir aussi, qui viennent les encadrer en leur disant attention, là ça va pas, là. Ça permet, en fait, l'animateur du réseau aussi permet de revoir le BP un peu par la force des choses avec son franchisé. Lui dire, tu vois, t'avais écrit ça, où c'est que t'en es, qu'est-ce qu'il en est et autres. Oui, puis il y a les aspects concurrentiels, des autres marques concurrentes qui n'existaient pas, qui se remettent là-dessus ou qui réagissent d'une certaine façon. Bien sûr. Il faut absorber cette nouvelle donne, entre guillemets, dans le Alors nous, BP. en tant qu'expert comptable, on apprécie quand on a des projets de création justement dans des réseaux de franchise, de pouvoir bénéficier d'un élément essentiel qu'on a rarement dans d'autres projets, c'est l'étude de marché. Elle fait J'en souvent ai parlé défaut. tout à l'heure, c'est souvent. Elle fait souvent défaut. Ça n'est pas, tu as posé la question, ça n'est pas le business plan. L'étude de marché, c'est autre chose. C'est, entre guillemets, presque une contrainte extérieure, mais dont il faut tenir compte éminemment, puisque pour moi, c'est même la c'est première. le BABA. théoriquement. Est-ce qu'il y a un marché ou pas? Bien sûr, bien sûr. Mais et pour autant, combien de créateurs viennent nous voir en disant mettez-moi les chiffres noir sur blanc et qui n'ont même pas une étude de marché, qui ne savent même pas qui seront leurs concurrents, à quel prix ils vendent, quelles sont les caractéristiques de l'offre concurrente, comment ils vont se positionner et se différencier par rapport aux produits des concurrents. Non, ils ont un savoir-faire technique. La plupart sont comme ça, malheureusement. Ils ont un Donc, savoir-faire quelques technique. clients dans la besace. Voilà, et ils arrivent, ils disent coucou, me voilà, et donc je vais avoir des clients parce que je connais mon métier. Mais ça suffit pas. Il faut une démarche marketing, il faut une démarche beaucoup plus globale quand on est chef d'entreprise. Et nous, on apprécie quand on a des études de marché des franchiseurs. Bon, c'est vrai que parfois, certaines nous paraissent un peu optimistes parce qu'on Encore une fois, c'est pas le franchiseur qui les fait, Non, ce sont non. les organismes à Les part organismes à part. qui les font. Et parfois, on se demande si effectivement c'est réaliste ou pas, mais la plupart du temps, ça l'est. Et on apprécie d'avoir cette donnée qui nous fait tellement défaut dans beaucoup de projets de création d'entreprise. Et nous, souvent, sur le financement, on se met en plus un peu en dessous du seuil minimum du chiffre d'affaires. Ouais, tout à fait. Pour voir si ça passe. Pour voir si ça passe. Ce qui est bien aussi dans le monde de la franchise, c'est qu'on a un modèle existant, qu'on duplique. Donc ça aussi, c'est la force dans les dossiers de franchise, c'est que voilà, on se base sur ce qui est fait. Oui, mais est-ce que tu perds pas justement un petit peu de neutralité par rapport à ton regard critique sur un BP à partir du moment où ça vient sur une franchise, puisque tu sais que tu as un C'est référentiel? pas standard. Ouais, c'est pas des C'est pas standard ouais. quand même. Non, mais c'est une question provocatrice. Ouais, mais Vous avez prévenu. Hein. En fait, nous, ce qu'on va demander à notre client ou alors avec le responsable de la franchise, c'est donne-moi des bilans, des tableaux de bord d'une même implantation. Donc, emplacement, ville, même population en termes de nombre d'habitants, pour justement qu'on puisse argumenter le BP derrière. Et vu que c'est des données existantes, le risque est quand même minime. Oui. Ouais. Donc, c'est surtout ça les éléments de base sur les dossiers de franchise, et les banques demandent systématiquement des bilans de franchisés pour appuyer justement le dossier.
J'aimerais rebondir sur une dernière question que vous avez effleurée tout à l'heure. C'est cette notion d'équipe qu'on constitue. Hein. Je vais être plutôt sur la création ou de la reprise avec les particularismes de la reprise, mais les notions d'équipe. Un chef d'entreprise, on a encore beaucoup, j'ai l'impression, et vous allez peut-être me contredire, qu'en France, c'est le big boss, il est dans sa tour d'ivoire, seul lui détient les clés du camion, etc., pour pas dire celle du coffre, et du coup, il n'y a pas de partage sur cette notion de business plan, etc. Est-ce que, Jérôme, toi, dans ton accompagnement, etc., et puis vous, en général, est-ce que vous constatez, est-ce que vous, voire même vous posez cette question à ces porteurs de projets, est-ce que vous sensibilisez, est-ce que vous informez vos équipes pour en fait les responsabiliser par rapport à ça ? Je dirais quand même qu'il n'y a quand même pas qu'un seul type de dirigeant ou de fondateur, parce qu'on a... Non, j'ai caricaturé. Non, mais au-delà de la caricature, bien sûr qu'il y a le fondateur, effectivement, un peu maître de son entreprise et de son destin, mais il y a les entreprises familiales, où on partage quand même aussi beaucoup, parce qu'il y a une famille, il y a des générations, il y a des entreprises qui ont des investisseurs financiers, il y a des dirigeants qui sont des dirigeants de business unit, donc voilà, qui ont quand même des maisons mères, enfin voilà, donc il y a quand même plein de typologies, et donc avec des choses un peu différentes. Après, sur ce partage, évidemment, je pense qu'on est dans une ère où il faut savoir effectivement communiquer, embarquer ses équipes. Peut-être que la limite, c'est effectivement vis-à-vis de la concurrence, donc sur les savoir-faire. Donc il y a peut-être évidemment forcément des notions qu'on veut, protection qu'on veut exactement, surtout à une échelle internationale aussi. Donc au-delà de cette attention-là, l'idée c'est effectivement que chacun finalement comprenne quelle est la stratégie, et puisse adhérer à sa stratégie. Parce que sinon, c'est difficile, effectivement, comme je disais, d'embarquer ces équipes. Nous, j'ai l'impression que les choses bougent beaucoup. Alors, c'est vrai que sur l'advisory board, qui est un schéma qu'on défend beaucoup, qui est notre ADN, c'est très différent, puisque 70% des patrons aux États-Unis de PME ont un advisory board, donc sont entourés comme ça par des personnes externes. On est à moins de 7% en France, donc on a encore du chemin. Mais je trouve que ça évolue beaucoup. Les mentalités, les jeunes générations aussi de dirigeants sont beaucoup plus ouverts. Et le contexte aussi, il fait qu'on a besoin de s'aérer, d'échanger, de comprendre. Thierry ? Je dirais qu'en complément de l'information qu'on vient de recevoir sur l'accompagnement du chef d'entreprise avec les salariés ou les associés, enfin toute l'équipe, j'allais dire interne, nous, on a le volet externe, c'est-à-dire que de notre côté, on intervient toujours avec l'expert comptable, mais si besoin, un avocat qui peut intervenir et donner un éclairage juridique sur la forme juridique de l'entreprise à créer, qui elle-même va avoir des répercussions sur le type de fiscalité qui va s'appliquer à l'entreprise et aux dirigeants, et puis également sur son statut social, sur son régime de cotisation sociale, sa retraite. Enfin, on a tout un enchaînement, j'allais dire, de conséquences par rapport à un choix d'un type de projet de création d'entreprise sur lequel, en accompagnant externe cette fois-ci, donc nous sommes tout à fait capables de donner la vision complète du projet aux porteurs de projet. Et par rapport au partage de l'information avec les équipes, en interne, à minima, au moins l'encadrement intermédiaire, quoi. Oui, quand on est sur des projets qui sont déjà d'une certaine taille, mais lorsque vous avez un créateur d'entreprise, généralement il a un associé ou deux au mieux, parfois il est tout seul. En revanche, ce à quoi nous attachons beaucoup d'importance aussi, c'est son parcours, son expérience managériale. Si on a quelqu'un qui a déjà, en tant que cadre ou en tant que chef d'équipe dans une entreprise précédente ou dans des entreprises précédentes, même en étant salarié, s'il a déjà eu l'habitude de manager des équipes, d'organiser le travail, de répartir le travail, d'encadrer finalement, pour nous, c'est un très gros point fort pour un chef d'entreprise parce que ça veut dire qu'il est à peu près préparé au management des ressources humaines dans sa future entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il a eu des succès dans ses pas forcément. Passées. Ça, on le sait pas, malheureusement. C'est pas gage de réussite. Non, tout à fait. Mais on essaie de se forger une opinion, nous, de l'extérieur, sur la cohérence de l'équipe qui va porter le projet. Quand il y a une équipe, que ce soit plusieurs associés, que ce soit des futurs salariés qu'il projette de recruter. Il arrive aussi qu'il emmène un ou deux clients, comme tu disais tout à l'heure, mais il arrive aussi qu'il emmène un ou deux collègues avec lui et qui constitue une petite structure de départ de gens qui se connaissent bien. Ça, c'est aussi un point fort sur le plan du noyau de confiance dans le projet. etc. Bien sûr, parce qu'ils se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est assimilé à un point fort dans le projet. Et c'est pour ça que la notion d'alignement entre associés
ou d'alignement avec son CODIR et entre membres de CODIR sont des points aussi de grande importance. Jérôme, justement, pour finir sur ce sujet-là... Non, sur ce sujet, on voit de plus en plus aussi sans aller jusqu'à la SCOP ou Non. franchise participative ou des trucs comme ça, mais... Mais on voit beaucoup de multi-plurifranchisés, si tu veux, qui arrivent à amener avec eux des salariés en les associant dans d'autres projets dont ils auront la direction. Donc ça, c'est des projets aussi qu'on aime bien parce qu'ils ont l'expérience terrain, ils montent au capital, ça montre aussi la confiance qu'a le dirigeant d'entreprise avec ses salariés et ça permet aux salariés aussi de se projeter à long terme avec leur ancien boss maintenant associé, quoi. C'est des sujets qu'on aime bien et transmission aussi de société avec les salariés. Tout à fait. Ouais, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, je trouve qu'on développe vachement la culture du secret. C'est-à-dire que Alors c'est par rapport à l'argent en général, puisque ça signifie ça. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont vécu grâce à ça et qui vivent encore très bien sur cette peur ou cet effarouchement du patron ultra riche. Ce que je trouve dommage, c'est que dans une entreprise, on est dans le même bateau, quoi. Donc si il y a des choses, pour moi, il faut impliquer ses salariés dans les décisions, les consulter régulièrement, faire des CODIR, les intégrer pour justement leur faire prendre un peu le goût de l'entreprise. Et en les impliquant, forcément, ça va aussi sécuriser derrière une équipe. Donc c'est ça aussi pour moi, les leviers, impliquer les salariés dans l'entreprise, ça permet aussi de fidéliser derrière ces salariés et de se constituer un noyau dur. Eh ben, le temps passe très vite à vos côtés. On arrive au terme. Alors, j'ai pour habitude, dans ces tables rondes, de faire un petit tour de table, juste vite fait, pour donner 1 ou 2 conseils que vous pourriez donner. Je vous rappelle qu'on s'adresse principalement à des intermédiaires bancaires, donc que tu connais bien. Derrière, justement, sur cette notion de business plan, et je parle bien, pas simplement du dossier d'un client professionnel, mais aussi pour leur propre structure. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil si vous donniez un conseil prédominant par rapport à ça? Jérôme, je vais commencer par toi. Allez. D'accord. Oui, je fais attention parce que... de Jérôme de chaque côté. Exactement. Non, mais le conseil, c'est de se replonger dans le BP. Alors après peut-être 6 mois, 1 an, voir est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait écrit aussi, parce que peut-être on s'est laissé déborder par d'autres choses. Et en préparant cette émission, je me suis dit, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas fait l'exercice non plus. Et je pense que de temps en temps, il faut le refaire sur des durées de 3 ans. Savoir où c'est qu'on en est, savoir est-ce que le marché a changé aussi, est-ce que ça n'a pas bougé un peu. Qu'est-ce que je peux rajouter comme corde à mon arc Qu'est-ce que j'ai rajouté sans en avoir eu connaissance au début aussi, parce que par les opportunités, on se retrouve à voir... Et qu'est-ce qu'on peut rajouter en voyant aussi d'autres choses s'ouvrir à côté de nous. Donc, on parlait que des plans stratégiques à 5 ans, on n'en faisait plus. Mais même un courtier indépendant tout seul, il peut se dire comment je me vois dans 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 ans? Comment je me vois dans 3 ans? Ça va prendre un peu de temps de le faire, mais moi, je l'avais fait, je m'étais replongé sur mon BP initial les 3 premières années pour savoir si j'avais respecté ce que je m'étais dit. Je n'avais pas tout respecté, j'avais fait d'autres choses. Et en fait, ça m'a permis de m'aligner, de revenir sur certains sujets aussi. Donc, il faut arriver... Tu t'es fustigé? Non. Non, mais je me suis dit, oui, j'avais écrit ça quand même. Et je ne l'ai pas fait. Allez, ça serait bien que je le fasse l'année prochaine. Que je le remette à l'ordre du jour. Je le remets au goût du jour et on se met une priorité pour l'année d'essayer de le faire. Voilà. Merci. Thierry? Alors, je dirais un conseil pour le porteur de projet, c'est de ne pas rester seul et de ne pas, même si on trouve aujourd'hui des tas d'outils sur Internet pour faire des BP tout seul, l'intelligence artificielle va nous y aider encore plus. Mais je pense que l'expérience des professionnels qui sont sur le terrain depuis des années est déterminante également quand il s'agit de s'engager dans un projet qui a autant de répercussions sur la vie professionnelle mais aussi personnelle d'un créateur d'entreprise. Donc ne pas rester seul et partager, venir rencontrer des professionnels. Et deuxième chose vis-à-vis des partenaires bancaires, financiers, ne pas hésiter à venir interroger l'expert comptable qui a travaillé sur le BP, à le rencontrer, à lui demander de venir dans l'agence pour expliquer comment le BP a été construit, sur quelles hypothèses il repose, quelle prudence et quelle marge de manœuvre on a pris, quels sont les leviers pour faire éventuellement mieux, pour essayer de convaincre
Et c'est tout le challenge pour nous, c'est de convaincre le partenaire financier d'accorder sa confiance au porteur de projet et de s'engager avec lui, mais d'être aussi tout à fait loyal et réaliste dans le dossier qu'on présente au banquier pour ne pas le tromper, le berner. Parce qu'effectivement, tu le disais, tu as raison, on est tous dans le même bateau. Le banquier, il n'a pas envie de se prendre un carton, le chef d'entreprise non plus, et l'expert comptable dont l'entreprise va devenir un client n'a pas envie non plus de perdre un client. Ouais. Donc très sincèrement, on a tous intérêt à ce que le projet réussisse, mais en premier lieu, c'est surtout le porteur de projet qui engage le plus, qui risque le plus. Ouais, Donc ne pas rester seul et puis communiquer dans les différentes personnes qui accompagnaient le porteur de projet. Aurélien, sans trahir les secrets de maison, etc., quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui n'est pas de chez Crédit Pro? Ouais, c'est savoir raconter une histoire aussi, donc à travers le BP. S'intéresser aux porteurs, s'intéresser au projet. Voilà, raconter une belle histoire pour séduire aussi le banquier. Savoir donner du sens aux chiffres, parce que c'est bien beau d'avoir des données en tableau, mais si on n'est pas capable de les expliquer, ça n'a aucun sens. Donc voilà, prendre aussi du recul sur ça, savoir analyser les données du prévisionnel. Et surtout aussi, c'est intéressant ce que tu disais, mettre de l'humain dans les échanges, voilà, faire rencontrer les porteurs de projets avec les banquiers, ramener aussi des experts comptables autour de la table, enfin, mettre de l'humain dans les échanges derrière aussi. Voilà, il y a une banque qui va financer un projet, il faut qu'elle rencontre le porteur de projet, parce que ça peut faire la différence aussi sur un projet un peu tendu, où justement le porteur de projet arrive à bien se vendre et à bien parler, à bien se vendre son projet. Ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Merci. Jérôme, le mot de la fin? Je dirais, ne vous contentez pas d'un business plan, ou même ne vous contentez pas d'un business plan-plan. Osez. Après le business planqué, c'est le plan-plan. Il a fait fort aujourd'hui, il nous a tués. Là. Vous ne vous interdisez rien, osez. Osez le collectif aussi avec le collège du dirigeant. Eh bien, écoutez, vous êtes autant passionné que passionnant. Merci pour ce moment passé ensemble. Merci pour vos éclairages. Quant à moi, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.